Salut à tous et bonne année à tous les supporters de l'OGC Nice et plus globalement à tous ceux qui vous entourent. Une année 2023 qui a débuté de la pire des façons pour l'OGC Nice avec une bouillie footballistique face à Rennes. Nous reviendrons bien évidemment sur ce match en compagnie des experts de la rédaction des sports de Nice Matin, William Imbercé. Salut Will. Salut Mika. Salut Meilleurs vœux. Meilleurs vœux. La santé surtout. C'est ce qu'on dit. Christopher Roux de retour avec nous. Salut Chris. Salut Mika, salut à tous. Bonne année à toi aussi. Et un petit nouveau qui va nous parler du Puy-en-Velay, puisqu'il a fréquenté ce club pendant 2 ans. C'est Anthony Boyer, qui lui aussi travaille pour Nice Matin aujourd'hui. Salut Anto. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Meilleurs vœux à toi aussi. Notre invité cette semaine a défendu pendant 4 saisons les couleurs de l'OGC Nice. Il s'agit de Romain Genevois. Salut Romain. Salut Mika. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci à vous de m'avoir invité. Bonne année à toi aussi. Meilleurs vœux à vous et à tout le monde et à tous les Niçois, bien sûr. Jeune retraité du football, tu vas nous parler de ça évidemment dans cette émission, puisque tu suis toujours bien sûr l'actualité du football et de l'OGC Nice. Au sommaire également donc de ce Gymto, nous évoquerons le retour en Coupe de France des Rouges et Noirs le week-end prochain, donc face au Puy-en-Velay. Nous vous donnerons les dernières news mercato, s'il y en a, c'est assez calme à ce sujet. Nous ferons un focus sur Ross Barclay, sans oublier le pour-contre et le souviens-toi, consacré à Romain Genevois et un fameux Nice-Marseille de 2015. Mais on débute donc cette émission par ce non-match et cette défaite logique de l'OGC Nice au Roison Park. Tu y étais, Will, c'était quoi ce match ? C'était une démonstration de football du Stade Rennais. Non, c'était une superbe équipe. Première chose, superbe équipe, superbe stade, superbe public, un vrai public de connaisseurs qui réagit quand il y a des beaux gestes, quand il y a des belles actions. Ça, c'était superbe, vraiment. C'est plus les fameux 100 ans de Frédéric Antonetti de l'époque, là. Alors, pas du tout. Ouais. Pas du tout, mais vraiment pas. Ils ont poussé leur équipe pour une victoire, au final, très logique. L'OGC Nice, pour en revenir à leurs prestations insipides, en fait, l'OGC Nice ne pouvait que défendre et n'ont jamais réussi à attaquer. C'est Todibo qui le disait très bien, sans l'exploit personnel de Ross Barclay, on se demande comment l'OGC Nice aurait pu marquer un but dans ce match. C'est ça qui est malheureux, pas réussir à ressortir les ballons, aucune projection. On va reparler après du nombre de ballons dans la surface, c'était cataclysmique. Donc sortir avec un point aurait été miraculeux et on aurait pu se dire bon c'est bien, il y a du positif. Non, je pense que la défaite reflète bien la prestation insipide de l'OGC Nice. Christopher, c'est une défaite inquiétante, je trouve. Clairement. Des fois on peut perdre un match, la manière est là, vous arrivez à vous en sortir, vous repartez sur quelque chose de positif. Là il y a quoi de positif? Il y a un exploit mais qui est individuel. Collectivement, ça a été vraiment très décevant. J'attends tellement plus de cette équipe de Nice. Il y a quand même quelques éléments, même si certains étaient en phase de reprise et qui ne sont pas encore à 100% sur le plan physique. Je pense notamment à Diop. On doit attendre mieux de cette équipe, clairement. Romain, ça a été un match compliqué. Tu l'as regardé, évidemment, ce Rennes-Nice. Compliqué, on l'a dit, dans l'animation offensive, principalement, parce qu'on n'a pas vu grand-chose. Oui, alors je rejoins les sentiments de chacun. Moi, surtout sur le côté du jeu, effectivement, faut louer la qualité de l'adversaire. Après, sur un plan objectif, je suis complètement d'accord. Après, on va dire subjectif, il y a encore le joueur qui parle. Voilà, quand on joue des matchs, on les prépare, on espère que ça se déroule bien, mais parfois ça se passe pas tout à fait comme prévu. Et des matchs comme ça, on se contente, même si c'est compliqué, des fois d'un match nul. Malheureusement, il y a eu la défaite. Donc effectivement, après, il faut faire face à toutes les critiques qui sont logiques et voilà, il faut essayer de les expliquer et puis ensuite essayer de faire mieux. Défaite dans les arrêts de jeu de l'OGC Nice avec ce but dans les dernières minutes. Anto, l'OGC Nice avait mis le bus pendant quasiment tout le match. Se faire prendre en compte dans le temps additionnel, c'est quand même fort de café. Un petit peu, oui. Mais maintenant, comme je crois que vous l'avez parfaitement résumé, il n'y a rien à dire sur cette prestation. Moi, j'ai vu le match à la télé, j'avais vu le match de Lens. J'ai l'impression en fait d'être revenu plusieurs mois en arrière en fait. C'est-à-dire que l'OGC Nice avait bien terminé l'année, pas trop mal je trouvais. Et puis là, depuis 2 matchs, j'ai pas vu grand-chose quoi. Alors contre Lens, ça pouvait peut-être se justifier, c'est la reprise, les choses comme ça. On va d'abord voir le classement de cette Ligue 1 et voir l'OGC Nice qui a chuté d'une place et qui est dorénavant à la 11e place puisque Clermont est passé devant, entre autres, dans cette équipe. L'OGC Nice très loin des places européennes, à 12 points. Will, de la 5e place, là, le championnat, c'est mort, non ? 12 points, je pense que ce sera difficilement récupérable. Surtout, il faut faire une série de victoires et non plus une série sans défaite.
Et je ne suis pas certain que cette équipe-là soit capable d'aligner au moins une dizaine de victoires consécutives. Ah ouais. Alors, pour l'avoir vu contre Rennes, oui, c'est sûr que ça joue comme ça. Parce que pour rattraper 12 points, c'est presque un minimum. Il en faut 8, 9, 10 d'affilée pour pouvoir compter sur les faux pas des autres. Donc je pense que ce sera irrémédiable. Tu te parlais des statistiques tout à l'heure. On va regarder le tableau des statistiques de cette rencontre entre Rennes et Nice, avec une qui a retenu toute notre attention. C'est le nombre de ballons touchés dans la surface adverse. 48 ballons pour Rennes, 3 ballons seulement pour l'OGC Nice dans la surface adverse. Sur tout ce match, il y en a une aussi qui est intéressante, c'est le nombre de passes, 633 pour Rennes, 390 passes seulement pour l'OGC Nice. Christopher, je viens vers toi, 3 ballons touchés dans la surface de réparation adverse. Moi, je pense que ça doit piquer quand même l'ego des joueurs. À un moment, il faut faire plus. On a le droit de subir par moment, d'être dominé par un adversaire. Mais à un moment, il faut avoir aussi l'envie de répondre. Et j'ai pas eu l'impression que sur ce match-là, cette équipe de Nice a eu envie de faire autre chose que de défendre et de subir. Et c'est ça qui m'inquiète vraiment. C'est qu'à un moment, il faut une réaction. Il faut qu'il se passe quelque chose. 48 ballons touchés d'un côté dans la surface et 3 de l'autre côté. Ça veut dire qu'on n'a pas vu du tout Nice à un moment chercher à créer du danger, ou en tout cas, n'a pas été capable de le créer, ce danger. Et c'est ça qui est vraiment très très inquiétant. Ça t'est déjà arrivé, Romain, de jouer dans une équipe qui touche 3 ballons seulement dans la surface de réparation? T'as déjà eu cette remarque de stats? Alors, on ne fait pas forcément toujours attention à ce genre de choses. Nous, effectivement, quand on joue un match, on sait quand on était bon ou pas bon. Ouais. Et voilà, on ne joue pas forcément sur ce tableau-là, mais en tout cas... Ça l'a fait mal. Effectivement, il a parlé d'ego, d'orgueil. Voilà, malheureusement, si on n'a pas réussi à le faire le jour J, bon, on s'attale pour le faire la prochaine fois en tout cas. Moi, je suis Lucien Favre, ce chiffre-là, je le mets dans le vestiaire sur le match d'après en disant les gars, on se doit une revanche, quoi. Faut utiliser ça, je pense, du côté de l'encadrement pour. C'est pas un chiffre qui. C'est pas comme si on avait pris 8 buts dans un match, mais ça doit quand même malgré tout piquer un peu et faire parler un peu l'orgueil. Qui est responsable, Will, sur ce non-match de l'OGC Nice? C'est Lucien Favre, l'entraîneur, la tactique, une nouvelle fois passé en 3-5-2 avec des pistons qui apportent rien et qui sont pas faits pour jouer dans ce système-là, ou les joueurs qui n'appliquent pas les consignes ou qui n'ont pas envie? C'est quoi le problème? Ben moi, quand je vois cette stat de 3 ballons dans la surface, c'est pas Lucien Favre qui est pas capable de faire un centre dans la surface, c'est pas Lucien Favre qui est pas capable de se retourner, de se projeter, d'avoir de la verticalité dans les transmissions. Donc quand je pense à Melvin Bard, qui est pas capable de faire un bon centre, alors qu'à un moment donné, en première mi-temps, il est seul, il y a 4 Niçois dans la surface, il est pas capable. C'est pas la faute de Lucien Favre si Kefren Turam n'est pas capable non plus de trouver de la verticalité, si Lemina est plus maladroit en possession qu'à la récupération, si Pépé veut jouer un peu trop seul plutôt que de chercher ses copains, si Laborde a du mal techniquement parce qu'il perd en lucidité, voilà, tout ça, je pense pas que ça soit la faute de Lucien Favre. Alors Lucien Favre, il a cherché des solutions. Depuis le début, il n'a jamais eu les joueurs et l'équipe qu'il désirait, donc il travaille comme il peut avec certains éléments qui répondent pas à ses attentes. Donc pour moi, c'est la faute des joueurs. Mais tu parlais tout à l'heure, Anthony, de la bonne période de l'OGC Nice en fin d'année dernière. C'était dans un système, le 4-4-2. Il a changé sur les 2 matchs contre Lens et contre Rennes. Et force est de constater que c'était moins bien. Donc, est-ce qu'à un moment donné, lui, Lucien Favre, même s'il n'a pas les joueurs pour, dit-il, jouer dans ce 4-4-2, doit pas garder ce système et puis c'est tout, quoi. Mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'il tâtonne, en fait. De toute façon, les 2 derniers matchs l'ont démontré. Après, moi, je voudrais revenir un petit peu sur ce qu'a dit Will. Je suis pas forcément d'accord avec lui. Pour moi, le responsable, c'est quand même le coach. Et j'ai été quand même assez surpris. Ça fera peut-être l'objet d'une question après, mais j'étais très surpris par ses propos à la fin du match, où en fait, il se dédouane un petit peu et il parle de l'avenir, il parle de préparer l'OGC Nice dans 2 ans et demi et sans vraiment parler du match de Rennes. Il aurait fait un partout en jouant de cette façon-là. Je ne sais pas si l'OGC Nice forcément serait sorti grandi, parce que franchement, à part cet exploit individuel de Barclay, on n'a vraiment rien vu. Donc on aurait fait un partout à quelques secondes près. On se serait contenté bien sûr d'un point à l'extérieur. On aurait dit c'est super chez un gros du championnat, mais je pense que c'était un trompe-l'œil, quoi. Mais le pire dans tout ça, c'est que Lucien Favre, en conférence de presse, répète chaque semaine, il faut se fixer un système de jeu. Et il est le premier à changer de système de jeu, alors que ça marchait plutôt bien. C'est incompréhensible, ça, Christopher. Moi, je suis plutôt d'accord avec toi sur ce point-là. À un moment, on est dans un football moderne, on a tendance à vouloir des fois un peu pouvoir s'adapter à l'adversaire, changer de système aussi en cours de match. On a oublié que parfois aussi, pour avancer, il faut se fixer dans un système. Et moi, je trouve que ce 4-4-2,
il est forcément intéressant quand on a un duo Laborde-Delors, encore une fois, qui peut être à 100% et qui peut être associé, ce qu'on a trop peu vu pour moi cette saison. Oui, parce qu'il y a eu évidemment des blessures du côté d'Andy Delors, des méformes. Le système, c'est important, Romain, connaître 2-3 systèmes dans une saison ou se fixer vraiment un système et ne plus en partir. Non, c'est important d'en connaître plusieurs. Moi, pour avoir été avec Lucien Favre très peu de temps, mais j'ai envie de dire, le peu de temps que j'ai été là à l'entraînement, ça m'a suffi pour comprendre qu'il avait cette force-là, justement, de pouvoir nous faire en sorte d'assimiler plusieurs systèmes, de façon à ce qu'on puisse changer, entre guillemets, sans vraiment s'en rendre compte, que ça puisse continuer à conserver de la fluidité, chose qu'on a pu voir sur son premier passage. Aujourd'hui, ça fonctionne moins bien. Je ne sais pas s'il fonctionne toujours de la même façon. En tout cas, pour moi, il faut s'adapter. Voilà, on prépare les matchs forcément en fonction de l'adversaire. On étudie leur système, on étudie la qualité de chaque joueur. Enfin voilà, donc il faut mettre quelque chose en place. Pour moi, les torts sont plutôt partagés. Hein. L'entraînement, on travaille un système, des circuits de passe, et ensuite, effectivement, sur le terrain, si on est joueur, on n'est pas capable de le mettre en place, c'est notre responsabilité. Ensuite, parfois, on est aussi absorbé par l'enjeu, par l'atmosphère. Donc c'est important aussi que les personnes qui sont en dehors du terrain, qui voient l'ensemble, parce que parfois nous on est concentré sur notre truc et on ne se rend pas forcément compte de vraiment ce qui se passe sur le terrain. Parfois on va minimiser les faits parce qu'on donne notre maximum, donc on pense des fois, on donne le maximum, donc on n'est pas trop mal, alors qu'en fait on n'est pas très bien, et c'est important que, que le coach soit là justement avec la vue d'ensemble, qu'il puisse prodiguer les conseils en direct, ou alors un adjoint, et de pouvoir s'adapter en fonction de ce qu'on avait préparé s'il faut changer au cours du match. Rennes, par rapport à ce que tu disais, au changement de système, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que je pense qu'il était parti pour revenir à son 4-4-2 à Rennes, sauf qu'il perd son meilleur joueur. Le seul qui est capable d'équilibrer tous ces dispositifs tactiques, Hicham Boudaoui. Donc sans Hicham Boudaoui, qu'il pouvait mettre dans le couloir droit de 4-4-2, qui était malade, il n'a plus de solution dans le couloir droit. Donc il est obligé de revenir à cette défense à 3 pour pouvoir utiliser l'Automba en piston droit. Donc c'est un peu par la force des choses, et c'est aussi pas la force de Lucien Favre si Andy Delors avait décidé d'être malade et de ne pas vouloir faire le déplacement, donc d'amoindrir encore un peu plus l'effectif et les solutions en cours de jeu. Comme je l'ai écrit le lendemain du match, quand on a Bruno Genesio qui fait rentrer Tête, Souleymana, Doku, des armes comme ça, Truffert, et que Lucien Favre est obligé de lancer un Brahimi, un Diop à court de forme, c'est pas sa faute non plus. Oui, mais il a eu quand même un mois pour préparer les matchs de Lens et de Nice, Lucien Favre, pour installer peut-être un style de jeu, Christopher. Donc c'est vrai c'est pour ça qu'on est un peu déçu, parce qu'on se dit, bon, ok, en début de saison, il a eu ses joueurs tard, il y avait des matchs tous les 3 jours, là, il y a eu un mois de préparation, quand même. Ouais, je suis d'accord, et puis encore une fois, ce système 4-4-2 fonctionnait bien avant la trêve. Et j'ai envie de dire que même si à Lyon, ils font leur meilleur match de la saison. Exactement, et puis même s'il manque des joueurs, je me dis, dans le foot moderne, on nous parle toujours de joueurs polyvalents, etc. Il y a vraiment personne dans cet effectif à un moment qui peut prendre le rôle de Boudaoui, qui peut jouer ce deuxième attaquant à la place de Delors. Je me dis... Non. Il n'y a pas ? Ben non, mais il suffit de regarder l'effectif de Lucien Favre, franchement, le pauvre. Sincèrement, qui dans cet effectif répond présent depuis le début de saison ? Todibo. Et après ? Todibo Dante. La charnière centrale, franchement, c'est ce qui marche le mieux. Ensuite, donc on va dire que c'est la faute de Lucien Favre. Moi, je veux bien. Mais s'il avait eu toutes les clés en main, là, on pouvait juger sur pièce. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, Lucien Favre, il fait avec ce qu'il a. Et je trouve que même l'état d'esprit des joueurs, il n'est pas fiable. Moi, je les trouve pas 100% concernés derrière leur coach. Pour entendre un peu des bruits de couloir, des plaintes de certains joueurs, ouais, le coach, ouais, le ci, ouais, le là, qui regardent un peu leurs prestations déjà avant de parler du coach. Parce que franchement, certains... C'est lamentable ce qu'ils font cette année. Le premier coup de gueule de William Imbercé dans Gym Tonic en 2023, eh bien, il est passé, il a arrosé tout le monde. C'est fait. Anto, on en revient quand même à ce problème de la construction de l'effectif de l'OGC Nice. Il est bancal cette saison, ça c'est certain.
Oui, je suis pas très bien placé pour vous en parler. Je l'ai peut-être plus Will parce que je suis pas. Mais c'est vrai qu'on le dit depuis le début de cette saison. Bon, il y a eu des recrues qui ne sont pas voulues par Lucien Favre. Sans aller jusqu'au début de saison, on peut juste regarder ces 2 dernières semaines et donc on voit Monsieur Sorensen qui repart comme il est venu avec 0 match, donc une bonne recrue fait cet été. Bravo. Joe Bryan qui s'il n'avait pas joué un match avec Fulham avant de venir serait reparti aussi, mais comme il a déjà joué un match, il peut pas connaître le 3e club, donc il va rester. Ramsey est revenu, la bonne nouvelle. Oui, Ramsey est revenu, ça c'est une bonne nouvelle, surtout que lui, par rapport à ce qu'il peut faire, ah oui, c'est un créateur, il peut créer. Voilà, on a vu des choses intéressantes. Ouais. Donc en fait, Ramsey Barkley, c'est peut-être les 2 qui sont plutôt positifs dans ce qu'ils font. Ouais. Après, le reste... Belle passe D, puisque évidemment, on va parler maintenant de Ross Barkley. C'est évidemment l'élément positif de ce match face à Rennes, avec son magnifique but inscrit. Ross Barkley, on en attendait beaucoup quand il est arrivé, mais on savait qu'il était hors de forme, qu'il n'avait pas beaucoup joué. Est-ce que, Christopher, par exemple, sur ce match, tu as l'impression que ça y est, là, on a le Ross Barkley qui monte en puissance, qui va peut-être enfin apporter quelque chose à l'OGC Nice? Je pense pas. Pour être honnête, j'ai l'impression que c'est des mecs qui vont, avec leur expérience, réussir à faire quelques bons matchs par-ci par-là, que ce soit lui ou Ramsey. Mais sur la durée, finalement, je me dis, est-ce que ces garçons, aujourd'hui, ont le physique pour être réguliers sur plusieurs matchs même parfois dans la semaine quand va revenir la Coupe d'Europe. Et aujourd'hui, j'ai plutôt tendance à penser que ce serait une réponse négative. Je ne suis pas sûr que ces garçons puissent être capables d'enchaîner et de garder un bon niveau sur plusieurs semaines d'affilée, quoi. Mais s'il est capable de marquer un but comme ça, il est capable peut-être d'apporter plus dans le jeu aussi. Moi, sincèrement, Barkley, depuis le début de saison, c'était délicat pour lui, mais tous les salariés, que ce soit la prépa physique, le staff, il n'y avait que des échos positifs. Super état d'esprit, il a envie, mais seulement il avait 1 an sans match dans les pattes, donc il lui fallait du temps. Et la prépa à Marbella lui a fait du bien. Et franchement, depuis le match amical à Tottenham, on voyait déjà que c'était plus le même joueur sur les ressentis, les premières touches de balle, les transmissions. Alors, il est toujours à court physiquement. On voit toujours que les premiers appuis, c'est difficile. Il est encore un peu lourd. Alors, il n'est pas gros, il est juste musclé, très costaud. Donc, forcément, sur les premiers appuis, c'est un peu lourd. Un peu comme moi, quoi. Je n'irai pas jusque-là, Lucas. Mais par contre, franchement, à Tottenham, il y avait du mieux. Contre Lens, il y avait sur certaines séquences du bon. Et franchement, à Rennes, sur cette première mi-temps, rien que ces 2 frappes, il y a eu aussi quelques petites transmissions. Il ressent un peu plus le jeu. Moi, je trouve qu'on est en train de voir un Barkley qui est en train d'apporter quelque chose. Alors, ce ne sera pas le Barkley métronome de l'OGC Nice, mais il est en train d'apporter un plus, contrairement à certains. C'est vrai, Romain, c'est un des joueurs dans cette équipe qui a peut-être un QI football assez développé, parce que international anglais, quand même, l'expérience, donc c'est peut-être à lui maintenant d'être une sorte de locomotive aussi pour ces joueurs-là. Oui, tout à fait. Moi, je suis plutôt d'accord avec William, et il y a malgré tout de l'amélioration dans son jeu. Et puis on parle de détails dans un match. Moi, je repense au match de Lens, l'occasion qu'il a avec un peu plus d'adresse, ça on peut remporter le match à la maison. Derrière, suite à ce raté-là, parce que c'est pas un attaquant, mais bon, même quand on a une occasion franche comme ça, soit défenseur, attaquant, tu y penses à un moment, et il arrive à refaire un match derrière très intéressant, puis en plus en marquant ce joli but. Donc pour moi, il a le mental, il a les qualités pour effectivement faire apporter beaucoup plus à cette équipe. Le mental qu'il prouve aussi en conférence de presse, pour sa première conférence de presse, où il dit mes résolutions, marquer plus de buts pour aider l'équipe, match d'après il marque. Ouais. Avec une première frappe où sans la parade de Mandanda, elle est au fond déjà, et il en remet une deuxième. Donc franchement, j'aime ces joueurs qui, quand ils disent quelque chose derrière, ils montrent qu'ils ont vraiment envie de le faire. Et dans le vestiaire, comment ils sont, lui et Ramsey? Est-ce que c'est vraiment des leaders par la parole? Moi, je les attends aussi là-dessus, conseiller les jeunes, parler à des gamins qui vont jouer peut-être pour certains leur premier match, par-ci par-là. Dans les Déjà, il y a une barrière de la langue qui est compliquée. C'est 2 Anglais. Dans le vestiaire, il y en a qui parlent anglais, mais pas tous. Il n'y a pas beaucoup d'expérience internationale non plus dans ce vestiaire. Mais de ce qu'on entend, c'est quelqu'un qui se fond dans le collectif, qui a encore une fois un très bon état d'esprit, qui reste en fin de séance pour faire des sessions de frappe et mettre des lucarnes à gogo à la fin de l'entraînement. Donc, que du positif en interne, que ce soit pour Barkley ou Ramsey. Et on va écouter justement l'entraîneur de l'OGC Nice, Lucien Favre, à propos de la bonne forme de Ross Barkley. Il est devant la caméra de Philippe Bertini. Ouais, il est mieux. J'espère qu'il continue à progresser, parce que c'est quand même un joueur il a que 29 ans.
Donc c'est dans la fleur de l'âge, comme on dit. Donc j'espère qu'il y arrivera. Il y a du travail, il y a de l'intensité en championnat de France. C'est beaucoup d'intensité. Il faut s'habituer aussi à ça. Je pense qu'il est habitué, mais je veux dire, voilà, ça c'est important pour lui, quoi. Mais je veux dire, au niveau de la jouerie, c'est pas mal. Au niveau de l'intensité, c'est vrai que quand on a joué en première ligue et en équipe d'Angleterre, quand même, normalement, la Ligue 1, ça ne devrait pas poser de soucis, non, Anto? Voilà, justement, j'ai une toute petite anecdote, c'est que vous n'êtes pas peut-être sans savoir que mon père est anglais, est fan du foot anglais, et il connaît très bien le joueur, il connaît très bien le foot anglais. Il m'avait dit quand il a signé à l'OGC Nice, c'était un super joueur. Il m'a dit c'est un super joueur. Alors c'est vrai qu'il y a changement de championnat, changement de région, il faut s'acclimater à la langue, etc. Donc je pense que c'est pour ça qu'il a besoin d'adaptation. Pour moi, je pense qu'il va faire une grande deuxième partie de saison. Moi, je trouve que c'est un joueur, je vais pas dire phénoménal, mais c'est un top joueur pour le l'OGC Nice. Et je pense qu'il peut vraiment tirer l'équipe par le haut. Je trouve que les 2 derniers matchs, là, enfin bon, Rennes, c'était un petit peu différent, mais on voit qu'il a des qualités. Quand il a le ballon, il se passe un truc, je trouve. On espère en tous les cas qu'il fera effectivement une super deuxième partie de saison. Ross Barkley, d'ailleurs, il a signé qu'un an à l'OGC Nice. Il est en fin de contrat à la fin de cette saison. Est-ce s'il fait une bonne deuxième partie de saison, est-ce qu'il pourrait rester à l'OGC Nice? On peut l'imaginer. Ça dépendra un peu aussi de sa volonté à lui. Mais je pense que voilà, il sort d'une année où il n'avait pas joué du tout. À l'OGC Nice, on lui a fait confiance, on lui a tendu la main. Il a retrouvé du temps de jeu. Il va normalement participer à la deuxième phase en Ligue Europa Conférence. Moi, comme Anto, je le rejoins à 100%. Je pense que c'est un garçon qui peut amener vraiment un plus sur la deuxième partie de saison et donc aller chercher, pourquoi pas, une petite prolongation. Allez, ce sera peut-être le défi de Ross Barkley sur cette deuxième partie de saison. On passe au dossier Andy Delors. Ça n'a pas beaucoup avancé, hein, oui. Partira pas. On sait pas trop les états d'âme des uns. Il était malade sur le match, en tous les cas officiellement malade sur le match précédent, tout comme Boudaoui et Beka. Il n'a pas fait le déplacement à Rennes. On en est où de ce dossier, Andy Delors? On en est que ça confirme qu'il a toujours plus l'envie de partir qu'autre chose. Il était déjà malade la veille du déplacement à Rennes, donc le lendemain il était toujours malade. Mais sincèrement, au sein du club, on se fait guère d'illusions sur la suite. Il n'y a pas d'offre pour l'instant concrète. Alors l'entourage d'Andy a tapé un peu à toutes les portes. Il n'y a pas encore vraiment eu de réponse concrète et d'offre. Mais je pense qu'on se dirige vers un départ d'Andy Delors. Et puis, comme je l'ai dit la semaine dernière, je répète, un Andy Delors comme ça, vaut mieux qu'il s'en aille. Mais ça serait quand même un gâchis. C'est exactement ce que j'allais dire. Pour moi, c'est un énorme gâchis parce que ce garçon, si on le met vraiment en confiance, qu'on lui parle, et c'est là aussi où même si, je suis d'accord avec vous, il y a la direction qui est responsable un petit peu de ce qui se passe en ce moment, il y a les joueurs, mais c'est là aussi où j'attends peut-être un peu plus de Lucien Favre. Dans la communication avec certains joueurs, et notamment Delors, je pense qu'il doit sortir un petit peu de sa réserve et de ce qu'il est en termes de personnalité, peut-être aller un peu plus vers ses joueurs, et j'attendais peut-être ça dans sa relation avec Andy Delors, peut-être aller le voir, lui parler, lui dire écoute, aujourd'hui tu es un joueur sur lequel je compte, lui montrer certaines choses, vraiment construire son équipe avec ce 4-4-2, lui dire écoute, je vais essayer de t'associer avec Laborde dès que ce sera possible. J'attendais un peu ça, donc effectivement par rapport à ce qu'il a amené l'année dernière, et même si là en ce moment c'est compliqué, je me dis comme ça s'est fait par exemple avec l'Algérie, il y a eu des soucis aussi avec le sélectionneur, à un moment ils ont réussi à se remettre d'accord, il est revenu en sélection, pourquoi pas à un moment réussir à discuter avec lui et le relancer et qu'il fasse finalement flamber l'OGC Nice, quoi. Romain, tu as dit que tu avais connu un petit peu Lucien Favre. On n'a pas l'impression que ce soit dans sa nature d'aller parler aux joueurs, d'aller vers eux plutôt. Enfin, c'est plutôt quelqu'un de discret là-dessus, de renfermé un peu. Ouais, malheureusement, je ne suis pas resté assez longtemps pour pouvoir vous le dire. Après, tout ce que je sais, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, le rôle du coach, il est plus simplement sur le plan tactique, technique du foot. C'est vraiment très important la relation avec les joueurs, effectivement la communication. Il y a beaucoup de joueurs qui sont dans l'affect, il y a des joueurs qui arrivent à gérer, qui ont le caractère, mais il y en a beaucoup qui sont dans l'affect et qui ont besoin d'une petite parole, des fois juste un petit mot, un petit geste, et pour se sentir en confiance. Et effectivement, moi, je pense aussi, en tant qu'observateur, quand j'ai vu effectivement l'avoir d'arriver à Nice avec déjà Delors ici, je me suis dit, voilà, ça a marqué 40 buts, ça va être top, quoi. Et bon, après, voilà, je suis pas dans les petits papiers, je sais pas ce qui se passe en interne, mais en tout cas, effectivement, à l'heure actuelle, c'est dommage de ne pas avoir un Andy Delors sur le terrain, quoi. Oui, un Andy Delors sur le terrain.
Lucien Favre parle aux joueurs, mais il parle football. Quand il vient voir un joueur en privé, c'est pour lui parler football. Lucien Favre, c'est pas le coach qui va cajoler, qui va dire comment tu vas, et ta petit bobo là, et ci et ça. Voilà, il parle football. Alors c'est vraiment des trucs très basiques, le contrôle passe, l'orientation du corps, tout ça. Mais c'est un professeur, comme le disait la génération qu'il avait connue auparavant. Et Andy, son problème aujourd'hui, il n'est pas football. Son problème, il est contractuel, il est salarial. On lui a promis quelque chose que... Oui, mais c'est pas Lucien Favre qui lui a promis. Alors c'est Dave Brailsford qui lui a promis quelque chose. Donc c'est Dave Brailsford qui doit maintenant prendre ses responsabilités et parler à Andy et lui dire oui ou non. C'est parti pour... Il n'aura pas sa revalorisation, donc c'est pour ça qu'Andy veut partir. Mais c'est pas la faute de Lucien Favre. Et pour l'association Laborde de Delors, on met où Pépé ? C'est ce que dit Lucien Favre. C'est-à-dire que... Et oui, on met où Pépé ? Et c'est lui le meilleur aujourd'hui, un des offensifs. Et tu peux pas mettre Pépé sur un côté, par exemple. Il travaille pas, Pépé. Et si c'est pour mettre Lotomba dans la mouise, parce que devant lui, il y a un ailier qui va pas travailler, c'est compliqué. C'est pour ça que Boudaoui est primordial dans ce couloir droit. Sans lui, qui fait 13 bornes par match, l'équilibre est complètement faussé. Et donc, en fait, Laborde de Delors, c'est pas la faute de Laborde ni de Delors, c'est la faute de l'effectif qui est mal équilibré, qui est mal construit. Et donc, on peut pas partir avec une association Laborde de Delors. Quelque chose qui m'agace malgré tout dans le football moderne aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on peut plus demander à des joueurs offensifs de défendre. Alors qu'aujourd'hui, le foot c'est un peu pareil pour Sofiane Diop de l'autre côté d'ailleurs. Hein. Ouais, mais encore Sofiane Diop, je me rappelle à Monaco, lors d'interviews, etc., nous disait j'aime pas défendre, mais je le fais parce que j'ai compris que c'était un sens du collectif. Alors après, peut-être qu'aujourd'hui, il est revenu un peu sur ça, peut-être, hein, avec ses blessures, etc., il est pas non plus à 100%. Mais je me dis quand même, aujourd'hui, on peut pas dire à Nicolas Pépé, t'as joué à Arsenal, t'es un exemple, t'es quand même un élément cadre de ce vestiaire. Tu es que prêté. Montre-nous déjà qu'on va avoir raison de te garder, peut-être de lever l'option d'achat, ou en tout cas, il a des choses à montrer. Et être un leader, ça peut être aussi ça. Faire des bornes sur le terrain, courir, défendre dans son couloir droit. Il y a l'aspect offensif, certes, mais le foot moderne aussi, c'est défendre, pour moi. Romain, avec Claude Puel, il fallait défendre aussi, hein, même quand on était attaquant. Oui, mais c'est vrai que pour moi, c'est une évidence. Bon, après, ça date il y a longtemps, mais moi, j'étais attaquant avant. Et même en étant attaquant, tu as ça dans le sang. Tu rentres sur un terrain, tu as envie de gagner. Donc, quand il faut défendre, tu défends. Aujourd'hui, Pléa, il défendait, par exemple. Il était sur un côté, il défendait. C'est que Benarfa qui défendait pas. Voilà. Après, c'est quelque chose qu'on ne devrait pas demander. Malheureusement, il y a des joueurs à qui il faut le faire, il faut le demander, il faut les pousser. C'est aussi à des joueurs qui sont sur le terrain ou à des cadres, comme je pense à Dante, de leur hurler dessus, de leur faire le job. Mais voilà, après... on parle de complémentarité. Effectivement, à un moment donné, c'est un joueur qui, c'est pas dans sa nature, mais qui peut apporter des qualités. Effectivement, c'est de compenser, peut-être avec un joueur, un milieu de terrain ou un latéral qui va peut-être plus défendre. Voilà, il y a des choses à faire dans un effectif pour essayer de maximiser au mieux la complémentarité et l'esprit de la cohésion d'équipe. Voilà donc ce qu'on pouvait dire au sujet du dossier Andy Delors. On va suivre évidemment ça jusqu'à la fin peut-être de ce mercato d'hiver qui finit le 7 février. Oui, pour l'instant, ça bouge pas trop du côté de l'OGC Nice. Non, ça bouge pas trop. On avait parlé d'Aït Nouri. Mais Aït Nouri... Alors si, dans l'autre sens, Lemina Wolverhampton sera intéressé par Lemina. Mais je pense que l'OGC Nice n'est pas en position de laisser partir Lemina. Ce serait une perte, une grosse perte, parce que je pense que c'est l'indispensable au milieu de terrain quand on voit les méformes ou l'irrégularité de Thuram, l'incapacité de Rosario dans la relance, Ramsey aussi qui est intermittent. Donc je pense que Lemina, il faut pas le perdre. Et Aït Nouri, voilà, depuis que Nice s'est intéressé, il a marqué 2 fois. Eh oui, normal. Il rejoue et Wolverhampton me demande 25 millions. Ouais, c'est tout. C'est tout. Donc est-ce que Parisi, qui est un peu moins cher, reviendrait pas dans les tuyaux? Mais Aït Nouri a un profil peut-être un peu plus offensif que Parisi aussi. Parisi aussi. Parisi se projette. Parisi a une très bonne qualité de centre, un très bon pied, combatif. Il est en train de faire une grosse première partie de saison. Il est parmi les révélations de la Serie A pour sa première saison en Serie A. Donc à voir. Après, on le sait très bien que l'OGC Nice va pas se précipiter tout de suite et va attendre un peu que ça... Oui, comme d'hab. Voilà. Ouais, donc, dernière semaine de février, ça devrait avancer une fois que le championnat sera quasiment Après, les bonnes terminé. C'est qu'ils ont réussi déjà un peu à se débarrasser de ce qu'ils voulaient. 7 février cette année. Ils se sont débarrassés de Sorensen. C'est déjà des bonnes choses.
Si je dis pas de bêtises, hein, mais oui, il me semble que c'est 7 février. On vérifiera tout ça et si je me suis trompé, Comme bah, tant t'as dit pis. dernière On te tape un peu sur les doigts. On me tape pas sur les doigts. Dans le sens des départs, donc on a dit Will Sorensen a quitté le club sans avoir joué un seul match. Oui, c'est pas sa faute. Franchement, Sorensen, il a été pris sur le tard. C'est le mercato foutoir qu'il y a eu cet été. Bon, ben, il fallait un défenseur. Ils l'ont choisi lui. Il a fait le nombre, quoi. Il est venu, il a pris le soleil. Non, mais franchement, c'est pas sa faute. Hein. Franchement, moi, Il est retourné à Brentford. je préfère condamner les dirigeants qui ont fait ce validé transfert. ce transfert plutôt que le pauvre Sorensen qui est passé 3 mois sur la côte. Voilà. Bon, c'est pas mal, 3 mois sur la côte. Regarde, Romain, il est revenu. C'est même très carré sur la sur côte, la côte Ouais, d'Azur. pas si mal. Bon, après, il m'a fallu 4 ans. Peut-être si j'ai fait que 3 mois, ou... je serais peut-être pas revenu. Ouais, t'aurais pas eu autant d'attaques crochues. C'est vrai. Allez, on va se projeter sur ce match de Coupe de France entre l'OGC Nice et le Puy-en-Velay, équipe de National. Et c'est pour ça qu'on t'a fait venir, Anthony, parce que c'est vrai que tu as fréquenté ce club pendant 2 ans, responsable de la communication et de l'organisation des rencontres. Parle-nous un petit peu de ce club de National, qui galère un peu cette année en National, mais avec un entraîneur plutôt reconnu d'ailleurs, et ça fait longtemps qu'il est là. Ouais, je me demandais en fait pourquoi vous m'aviez invité, maintenant j'ai compris. T'as compris? Ouais, écoutez, j'ai travaillé au club de 2019 à 2021, donc c'est assez récent, une saison en National, une saison en National 2. Mais il y a beaucoup de choses à dire sur ce petit club du Puy-en-Velay, mais l'émission serait beaucoup trop longue. Tu as tout ton temps. Bon, écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un club très très familial qui bosse bien avec un coach en place depuis 10 ans qui s'appelle Roland Vira. C'est un Mâconnais comme Antoine Griezmann. La famille de Patrick ou pas du Non, tout. pas du tout. Aucun lien de parenté avec Patrick Vieira. Et il a fait toutes ses classes à l'Olympique Lyonnais. Il a même gagné une Gambardella avec l'Olympique Lyonnais en 97 avec Flo Balmont, qui est aujourd'hui son entraîneur adjoint. L'année où le l'OGC Nice gagne la Coupe de France. Exactement. C'était le match d'ouverture. Exactement. Ah ouais. Et pour la petite histoire, Roland Vieira, le coach du Puy-Foot, c'est un avant-centre. Et sur ce match-là, en finale contre Montpellier en Gambardella, il jouait donc avant-centre. Il y a eu un expulsé pour Lyon, donc il a joué dans les cages, il a remplacé le gardien. Et c'est lui qui, lors de la séance des tirs au but, fait les arrêts décisifs et permet à Lyon de gagner la Gambardella. Incroyable. Incroyable. Et donc depuis 10 ans, entraîneur de ce club. Donc du là, c'est sa Puy-en-Velay. 10e saison. Donc il est arrivé en fin de carrière de joueur. C'était un avant-centre en CFA2. Il a fait monter l'équipe en CFA en 2015. Ensuite, il a fait monter l'équipe en nationale en 2019. Il a été un peu stoppé dans son élan parce qu'il y a eu l'arrêt des championnats à cause de la Covid. Il était à 1 point du maintien en national et malheureusement, à 9 journées de la fin, il est descendu. Et il a fait l'exploit de remonter 2 ans après de National 2 en national, ce qui est vraiment très rare et très difficile à faire. C'est-à-dire 2 fois en 3 ans, deux montées de N2 en national, c'est très dur. Surtout quand vous savez qu'en national 2, il n'y a qu'une seule accession. Donc c'est vraiment une performance de haute volée. Voilà, après, avec un adjoint qu'on connaît très bien ici à l'OGC Nice, c'est Florent Balmont. Florent Balmont qui est arrivé cette saison. Bah, je rigole, excusez-moi, parce que ça fait un banc de touche un peu sanguin. Énergique. Parce que Roland est aussi, autant c'est un amour dans la vie de tous les jours, et sur le banc c'est un petit peu chaud. Mais c'est normal, je pense que c'est vraiment 2 gros compétiteurs. Vous vous souvenez de Florent Balmont sur le terrain. Qu'on embrasse. Voilà, donc vous allez le voir samedi, donc c'est des gagneurs, donc c'est normal. Voilà, ils sont chauds, dans tous les sens du terme. Bon. Ce match, Christopher, normalement, l'OGC Nice, c'est à sa portée, même un OGC Nice qu'on a vu contre Rennes. Ça doit être, en tous les cas, un match à la portée des Aiglons. Ouais, largement. Une équipe de nationale, sur le papier, en 32e de finale, une équipe nationale de bas de tableau, sans vouloir manquer de respect à cette équipe. Mais ça veut dire que si on est en bas de tableau en national, il y a quand même des éléments qui manquent dans cette équipe. Et pour une équipe de Ligue 1 comme Nice, qui a un projet sur le long terme de Ligue des Champions et compagnie, ce qu'on a évoqué déjà plusieurs fois dans cette émission, oui, ça doit le faire. Mais attention, Romain, parce que ça reste du football. Et tu as face à toi 11 joueurs qui vont vendre chèrement leur peau. Tu as connu ça, évidemment, ces confrontations contre des petits clubs, entre guillemets, en Coupe de France. Et c'est vrai qu'il faut être très concentré, du début à la fin. Oui, c'est surtout sur le... Alors, je ne connais pas la qualité du terrain, c'est là-bas. Ouais. Donc, ça va jouer. C'est ce qui joue énormément. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, nous, en règle générale, on s'entraîne sur des terrains, c'est des galettes, ça veut dire que c'est
c'est propre, les passes, on peut les claquer. On peut avoir un temps d'avance, justement, avant la réception du ballon pour regarder, presque contrôler le ballon sans le regarder. Mais là-bas, c'est vrai, quand il y a les terrains, il y a des mottes, on peut pas le faire. On est obligé de regarder le ballon, pour le contrôler. Enfin, on doit laver la tête. Alors, j'ai pas eu les dernières infos, mais en décembre, c'était pas terrible. Ah mince, voilà. Tu vois, t'as raison. Donc c'est pour ça qu'en fait, voilà, c'est un peu on va dire l'écart qui se resserre juste à ce niveau-là. Mais après, en termes de, voilà. En général, ces matchs-là, on les aborde avec une détermination malgré tout, parce que au-delà du bon match ou on a envie de passer à la trappe sur ce genre de match. On parlait d'ego tout à l'heure, c'est ce genre de match, on a vraiment, non, c'est pas possible. À jouer avec sérieux. Tu passes en boucle sur toutes les émissions de foot, le carton rouge, les cartons rouges d'M6, c'est ça. On l'a tellement souvent vécu avec le Nice que franchement. On a vraiment envie de pas vivre ça. J'ai une petite stat, donc c'est vrai que dans son histoire récente, le Puy n'a pas souvent affronté des clubs de Ligue 1, mais il en a affronté un il y a 2 saisons. Le club était en National 2 et il a gagné. Donc en Coupe de France, c'était Lorient 1-0. Donc, le Lorient de Fabrice Bocquet. C'était, à l'époque, c'était Pellissier. Donc, il y avait. Fabrice Bocquet, bien sûr. Bien sûr. L'année dernière, je crois, avait commencé aussi son parcours par une victoire contre Cholet, qui était aussi en national, si je dis pas de bêtises. 1-0, je crois. Péniblement. Mais ça avait été dur. Très, très dur. Péniblement. Alors, attention, c'est pas la même configuration. Là, il y a déjà eu 2 matchs de championnat après la reprise. La Coupe de France avant, c'était le match de reprise. Donc, on peut considérer que les joueurs sont peut-être un petit peu plus dedans, quoi. En fait, là, c'est l'inverse, puisque du coup, le Puy Foot n'a pas joué depuis avant Noël. Ils ont joué chez le leader à Concarneau. Et donc, ils ont eu ça fera pratiquement 4 semaines qu'ils n'auront pas joué. Mais c'est pas forcément un désavantage, parce qu'il y a 2 ans, donc, quand ils avaient éliminé Lorient en Coupe de France, ils avaient eu 1 mois pour préparer ce match-là et ils avaient fait le jour J, ils avaient vraiment répondu présent. Même si ce ne sont plus les mêmes joueurs, ça laisse quand même penser que ça sera difficile. Un petit peu comme à Cholet pour Nice l'année dernière, je pense. Allez, on va écouter Jordan Lotomba, le latéral droit de l'OGC Nice, à propos de ce retour en Coupe de France des Aiglons finalistes l'an dernier. Faut savoir qu'on a réussi à aller à la finale l'année passée. Donc on va essayer aussi de garder cette mentalité, d'aller le plus loin possible. Donc c'est ça l'objectif, de faire comme on a fait auparavant. On est dans une autre compète et d'aller à fond. C'est clair que les matchs sont pas faciles, mais quand on bascule le on et le off, je pense que l'équipe, on voit directement la différence. Quand on n'est pas en championnat, on prend l'adversaire au sérieux et on voit aussi qu'on a la réussite. Donc il y a aussi de la réussite, de la chance, de l'envie, de la détermination. Donc il y a beaucoup d'enjeux qui rentrent dedans, mais c'est clair qu'il faut aller avec une bonne mentalité pour aller le plus loin possible de la compétition. Voilà, avoir une bonne mentalité pour aller le plus loin possible dans la compétition. On a titré sur le bandeau tout pour les coupes, Will, parce que c'est vrai qu'en championnat, on le disait tout à l'heure, ça semble bien compromis d'accrocher une Coupe d'Europe. Il reste la Ligue Europa Conférence et donc cette Coupe de France où l'OGC Nice a fait finale l'année dernière. Ouais. C'est les parcours, les chemins les plus courts pour aller vers l'Europe, que ce soit la Coupe de France, que ce soit la Coupe d'Europe. Alors rappelle-nous, en Coupe d'Europe, Ligue Europa Conférence, si tu gagnes cette compétition, tu es reversé automatiquement en Europa League l'année d'après, c'est ça? Tout à fait, voilà, comme l'AS Roma cette année. Voilà, donc c'est un avantage quand même, parce qu'en plus Ligue Europa, c'est la compétition supérieure. Donc ce serait bien. On n'est pas là, évidemment, on ne connaît même pas l'adversaire. Et pareil pour la Coupe de France, donc celui qui gagne la Coupe de France est reversé en Ligue Europa aussi. Donc c'est 2 tickets pour la Ligue Europa qui sont, je pense, plus accessibles que ceux du championnat, parce que la 5e place est à 12 points. Allez, on va écouter maintenant Lucien Favre, l'entraîneur de l'OGC Nice, sur match de Coupe de France face au Puy Foot. Non, nous, on veut continuer le plus longtemps possible. La Coupe, donc, c'est un match qu'on veut absolument gagner, ce qui est normal, quoi. Donc, on sait que c'est aussi pas facile de jouer, c'est ce qu'on m'a dit, jouer contre une 3e division en France, c'est pas le cadeau, mais j'ai dit, mais merci, je sais. De toute façon, il n'y a aucun match qui est facile, et puis voilà, donc il faut qu'on donne le maximum, il faut qu'on soit au maximum là-bas. Aucun match facile, Romain, c'est vraiment ça, la Coupe de France, la magie de la Coupe de France, où les joueurs de ligue inférieure se transcendent sur ces matchs-là contre les pros? Oui, surtout que de nos jours, il y en a beaucoup dans le milieu amateur qui espèrent justement cartonner contre les grosses équipes, parce que ça peut leur donner aussi une petite porte d'entrée
dans le monde professionnel. Donc voilà, puis le niveau aussi se resserre parce qu'il y a beaucoup de joueurs dans le milieu amateur qui ont fait un cursus dans des clubs pro. Oui, c'est ça, qui ont fait les formations, une sorte de formation. Donc, voilà, tout mais ça, bon, voilà. Mais après, c'est la Coupe de France, les coupes, voilà, on a envie de, comme l'a dit le Tomba, on a le plus loin possible. C'est un titre aussi à gagner. On a tous envie de gagner des titres. Et puis au-delà de ça, c'est toujours mieux de. Déjà, moi, j'ai jamais compris qu'on puisse penser que les joueurs jouent un match sans vouloir le gagner. Bon, déjà, voilà, quand on me disait il faut gagner, je n'aimais pas trop. Je préfère qu'on me dise bon match, qu'on me dise bon match. Mais voilà, mais c'est voilà, toujours gagner, c'est ça. Mais bon, c'est un bon moyen aussi, voilà, de concerner tout le monde. C'est vrai qu'on parlait du mercato, c'est jamais une période facile à passer. Mais c'est important, voilà, pour effectivement la cohésion d'équipe, le cercle vertueux aussi, parce qu'on parlait de qualité individuelle, mais les résultats collectifs aussi vont parfois aider le joueur, voilà, à lui donner la confiance qu'il lui manque. T'as eu des joueurs, t'as eu le coach au téléphone, Anto, avant ce match-là. Tu les as rencardés un peu sur l'OGC Nice, que tu suis peut-être un peu de plus près. Ouais, j'ai eu le manager général du club là ce matin, Olivier Mianet. C'est un ancien de l'AS Cannes, il a été directeur sportif à Cannes. J'ai eu le coach par texto, mais je l'embête pas la semaine. Je lui envoie plutôt des messages pour savoir comment il va s'habiller, s'il va mettre son pantalon moutarde. Ou voilà. Non, mais par contre, ils sont allés au match. Flo Balmont et Roland Vieira, d'ailleurs, ils ont croisé à l'aéroport. Ils sont allés au match à Rennes. Ils ont dû partir rassurés. Pas inquiet, pas trop inquiet. Non, mais vous savez, voilà, c'est ça le foot. Vous pouvez pas vous fixer vraiment sur un seul match. Chaque match est différent. Si Lucien Favre a regardé une prestation de Dupuis contre, je sais pas, Le Mans ou une équipe où ils ont pris 5-1, il va se dire ça va être facile. Mais à côté de ça, le Puy a été capable quand même contre les 3 premiers du championnat de prendre beaucoup de points, et c'est l'équipe qui a pris le plus de points contre les 3 premiers du championnat national. Donc ça veut quand même dire qu'il y a de la qualité. Puis il y a des joueurs de qualité, il y a des joueurs qui ont joué en Ligue 2. Parlons un peu de ces joueurs. Il y a des joueurs qui ont joué en Ligue 2, il y a des joueurs d'expérience. Alors il va manquer 2 joueurs quand même importants. Il va manquer leur gardien titulaire, Yann Maria, qui est vraiment un super gardien, mais pour le coup ils en ont un deuxième qui est pas mal, qui s'appelle Jonathan Miliaras, qui a déjà arrêté un pénalty à Concarneau et qui a été très très bon aussi en début de saison sur un autre match où le gardien avait été expulsé, le gardien titulaire. Et il va manquer aussi Tim Jabol, un milieu de terrain qui est très prometteur et qui est suivi par pas mal de clubs pro, qui est un milieu de terrain relayeur qui fait un petit peu tout dans cette équipe, qui ne sera pas là. Mais à côté de ça, ils ont d'autres bons joueurs. Ils ont un attaquant qui est prêté par Auxerre qui s'appelle Ben Fredge. Ils ont Elogo aussi en milieu de terrain, qui est un milieu relayeur qui a connu la Ligue 2 à Grenoble. Ils ont beaucoup de joueurs d'expérience quand même. C'est juste que la mayonnaise n'a pas encore bien pris cette saison. Ils ne sont pas très bien classés. D'après ce que j'entends, il y a des petits ingrédients pour le match piège quand même. Là, avec des joueurs d'expérience comme ça. C'est évident. Bon techniquement, une équipe pas en forme du côté de l'OGC Nice. C'est évident, c'est une nationale. Même s'ils sont mal classés en nationale, voilà, ils jouent des matchs à assez haute intensité tous les week-ends. Puis, comme l'a expliqué Anto, c'est un coach maintenant qui connaît très bien ce club. Voilà, il a déjà fait d'autres parcours en Coupe de France. Donc, franchement... les supporters, il n'est pas gagné d'avance. Ils sont chauds, les supporters. Après, c'est très bon enfant là-bas. Alors, en championnat, c'est un petit peu décevant cette saison. Ils n'ont pas une grosse affluence, alors que l'année dernière, en National 2, parce qu'ils sont montés l'année dernière, ils sont remontés. Ils avaient fait 3000 personnes au match de la montée. Là, ils attendent. Alors, ce matin, ils étaient à 4500 spectateurs. La jauge est à 6000. Donc, on peut penser qu'il y aura entre 5000 et 6000 personnes. Mais ce ne sera pas chaud, ce sera. Bon enfant. Une atmosphère de Coupe de France, quoi. De 32e de finale. Mais après, je n'irai pas jusqu'à dire le match piège. Il n'y a rien de piégeux à jouer au Puy. C'est juste que la route, ils vont y aller en avion, j'imagine. J'espère pour eux. C'est pas à côté. C'est en avion, mais c'est un petit périple quand même, parce qu'ils atterrissent à Saint-Étienne. Et après, c'est 1h25 en bus. Oh. Mais enfin, c'est vrai que. Aller, non, Romain. Mais voilà, quand vous sortez d'un match, c'est un match de Coupe de France comme à Cholet l'année dernière. Le terrain de Cholet n'est pas terrible, celui du Puy n'est pas terrible non plus. Donc voilà, c'est typiquement un match de coupe, mais piège quand même pas. Mais il va y avoir un match, je pense. Bon, allez, restez avec nous parce que dans quelques instants, on va vous faire gagner un magnifique cadeau. Mais avant cela, on va passer au pour-contre de cette semaine puisque c'est un match de coupe. L'habitude, on fait jouer les jeunes joueurs en match de coupe, ou en tous les cas l'équipe bis. Là, notre question cette semaine, c'est faut-il faire jouer les jeunes en coupe? C'est le pour-contre de cette semaine entre Christopher et Will. Et on donne la parole à Christopher. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire qu'il ne faut pas faire jouer les jeunes, justement, parce qu'on est en ce moment avec un OGC Nice qui est un petit peu bancal, qui se cherche,
qui a besoin de créer du lien avec ses titulaires, qui a besoin d'avoir des joueurs aussi qui reprennent du rythme, comme les Diop, comme les joueurs qui avaient quelques petits pépins. Je pense que, également on l'a dit tout à l'heure, il y a une place européenne qui peut aller se chercher au bout d'un joli parcours. Ça, il ne faut pas le négliger du tout. Même si c'est le Puy, je pense que aligner une équipe quand même qui a du vécu, consistante, me paraît essentiel. J'ai l'impression en plus que cette équipe de Nice, elle aime les grands rendez-vous. Alors le Puy n'en sera peut-être pas un parce que ça reste le Puy et une équipe de nationale, mais petit à petit, si voilà, il y a un quart, un huitième, après contre un l'OM comme l'année dernière, Paris, cette équipe, ce groupe, j'ai l'impression qu'il est capable de faire voilà, un beau parcours parce que l'année dernière, ou même cette saison plutôt, dans les grands rendez-vous à Lyon, je mets de côté Marseille et Rennes, mais oui, à Paris. Je pense aussi à Cologne, où le match, alors ça finit à 2-2, mais il était très consistant, plutôt pas mal. Je pense aussi à Belgrade, où c'était pas évident, mais ils ont réussi à ramener un résultat aussi. Quand il faut ramener voilà, des résultats et jouer, rivaliser avec des gros, ils savent le faire. Donc pourquoi pas dans une Coupe de France avec un joli parcours. Oui, faut-il faire jouer les jeunes sur ce match? Moi j'étais parti sur oui pour 3 joueurs notamment. Moi j'aurais aimé voir un jeune joueur par ligne, notamment Antoine Mendy dans son couloir droit, le petit Reda Belayan dans l'entrejeu et Badreddine Bouanani devant. Pourquoi? Parce qu'en face c'est une nationale, ce sont 3 jeunes qui jouent avec la réserve en N2, qui sont talentueux. Je pense au petit Bouanani qui a été prolongé récemment parce qu'il avait fait un super démarrage avec Didier Digard dans la réserve. Et voilà, vu l'adversité, vu le manque aujourd'hui de joueurs qui vraiment s'affirment, donner un peu de temps de jeu à des petits jeunes sur une position un peu plus faible, j'aurais trouvé ça plutôt sensé. Alors c'est vrai que j'entends le premier argument notamment, c'est avec une équipe qui n'est pas en confiance, peut-être que c'est le genre de match où il vaut mieux laisser l'équipe pour qu'elle se mette en confiance. Je me souviens de ce qu'avait dit par exemple Thierry Malaspina la semaine dernière, où il expliquait que par exemple sur 2002, début de saison compliqué, et puis il y a ce match contre Saint-Raphaël où justement l'équipe va gagner, prend confiance et puis derrière hop elle va chercher sa montée. Ça peut être un match aussi, ces matchs de coupe qui peuvent permettre à ce groupe de se lancer et de se lâcher. Romain, c'est toujours un dilemme un peu compliqué pour un entraîneur, donner sa chance aux jeunes sur une opposition censée être un peu plus faible ou faire tourner son équipe quand elle n'est pas dans une bonne position. Oui, c'est un dilemme pour l'entraîneur pour chaque match. Hein. mais effectivement, ça peut être intéressant de voir comment peut se comporter certains jeunes sur ce genre de match. Mais aussi, le plus important, c'est le groupe pro. Donc s'il y a des joueurs qui ont besoin de temps de jeu, il faut les faire jouer. Après, on parle d'une autre compétition, mais il y a toujours le championnat. Et ces matchs-là peuvent servir pour le championnat et peuvent avoir un allant positif. Donc il faut que ce soit utile aussi au championnat, même si c'est une autre compétition. En sachant que c'est une semaine à 3 matchs, puisque le l'OGC Nice rejouera mercredi soir contre Montpellier, et après dimanche rejouera à Reims. Donc, et si tu te qualifies, tu rejoues encore le mercredi. Et donc c'est vrai, 4 matchs ça s'enchaîne à chaque fois. En 2 semaines, donc ça serait évidemment peut-être des forces vives aussi dans cette équipe de l'OGC Nice. Oui, on va du coup passer à la compo probable que tu nous as concoctée, qui m'a surprise, je te l'avoue, quand je l'ai vu, mais je vais te laisser te débrouiller avec. Sincèrement, pas d'infos vraiment... c'est ton ressenti alors? Non, pas seulement ressenti, mais c'est aussi par rapport aux états de forme. Ah oui. Je pense qu'il y a des joueurs, comme l'a dit Romain tout à l'heure, qui ont besoin de jouer, et je pense notamment à Brahimi, qui pourrait enfin avoir sa chance dès le coup d'envoi, avec Pépé, qui est donc, je pense, l'homme le plus remuant devant. Donc derrière... Alors Schmeichel dans les buts... parce que Bulka est toujours blessé. Voilà, Bulka toujours blessé pendant un petit moment. Donc et là, c'est pas le moment de lancer Boulandi, non, parce que c'est dur pour un Boulandi ou même un Garrido. Donc les jeunes gardiens, c'est difficile parce que, voilà, on l'a dit, c'est quand même un match où il faut pas perdre. Se qualifier. Voilà, il y a une petite pression. Donc mettre un jeune gardien là, c'est pas lui rendre service. Le petit Antoine Mendy qui, lui, voilà, est des 3 jeunes, celui qui a le plus de chances de jouer. Pourtant, Jordan Otamba est venu en conférence de presse cette semaine. Oui, mais on le sait, avec Lucien Favre, ceux qui viennent en conf ne sont pas forcément assurés de jouer. Il y a certains coachs qui faisaient très attention à ça, je pense à Claude Puel notamment. Par exemple, si quelqu'un était en conf, c'est qu'il jouait le week-end. Mais d'autres entraîneurs comme Lucien Favre ne font pas très attention à ça. Donc, Antoine Mendy à droite...
Todibo qui peut enchaîner, avec donc Vici aussi qui a besoin de jouer. Et puis il faut faire souffler peut-être Dante, même Et- si bon, Dante il a pas joué pendant un mois et demi. Hein, Oui, et il n'a puis- pas joué pendant un mois et demi, mais on l'a dit tout à l'heure, les matchs vont s'enchaîner. À Rennes, il a quand même beaucoup donné. Il a été très Mais c'est ton sollicité. capitaine, tu te prives de ton capitaine pour un match comme ça. Au Puy. Ouais, Au je sais Puy. pas. Ouais. D'accord, non, mais c'est ta compo de toute façon, oui. Mais de toute façon, heureusement, c'est pas moi le coach. Hein. C'est la première fois qu'on a eu bonne, c'est la semaine dernière, donc c'est notre première bonne compo depuis Ouais, je sais pas combien de temps. depuis Gym Tonic, Oui, d'accord. bah, parce oui, que, depuis Gym Tonic, oui. voilà. S'il te plaît, ne délivre pas trop notre travail non plus. Donc Melvin Bard à gauche, parce que Joe Bryan, c'est pareil, et il n'y aura pas beaucoup de temps de jeu sur la deuxième phase. Et donc Boudaoui qui s'est entraîné, comme l'a dit le coach, cette semaine. Donc, Qui va mieux. Qui va mieux et qui est vraiment le joueur indispensable. Lemina Thuram, parce qu'aussi, voilà, Lemina Thuram a besoin de trouver enfin du rythme dans un match. Et pas Ross Barkley, malgré son but face à Rennes. Et lui, il a besoin de souffler. Et il a déjà besoin de souffler, Ross Barkley. Il a enchaîné Tottenham, Lens, Rennes. Ouais, faut bon. Mais c'est un garçon Oui. qui, sur un an, il avait joué 4 matchs. Et là, Non, mais il y a eu une semaine, Non, mais là, ça y est, 5 là. jours entre les matchs Ouais. quand même, non? Allez, ok, banco. Je sais pas, non? Ouais, ouais, C'est ok. c'est ça qui m'a le plus surpris. Avec, c'est- sur une bonne pelouse en plus. Je sais pas. Ouais, très bien. D'accord. Les On verra. Et, hein. et Diop, il a besoin aussi de. Ah, Job, là, aucun problème. Et donc Barkley, on le met où? Eh ben, à la place de Thuram. D'accord. Allez, Non, je sais pas. allez. On verra la semaine prochaine. Rendez-vous samedi. Et donc, devant, tu m'as dit, donc, Brahimi, tu sors la Pepe. board et tu mets La Brahimi, Borde Pepe. qui court beaucoup, qui donne beaucoup. Et pas de Delors, hein, malgré son retour dans le groupe. Pour les raisons qu'on a données tout à l'heure. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est cassé aussi avec Lucien Favre. Ouais. Oui, il... Parce que Lucien Ouais. Favre a eu vent aussi des critiques d'Andy Delors à son égard, et ça l'a vraiment blessé. Ouais, il est un peu mal à l'aise avec le sujet. Il a été déçu. Lucien Favre. Franchement, Lucien Ouais. Favre, dès qu'il est arrivé, parce que c'est comme Mario Balotelli. Hein. Andy Delors, le profil, c'est pas trop le genre d'attaquant que affectionne Lucien Favre, mais quand il est arrivé, il a aimé. Il a aimé son adresse devant le but, son côté combatif. Mais là, il a eu vent un peu des critiques et tout ça, et il est déçu. Voilà. Bon, déçu par son joueur, on verra. Si on a vu juste, enfin si tu as vu juste sur cette compo probable, tu as le droit de te tromper, je te rassure, et heureusement. L'erreur est humaine. Vous voulez la compo du Puy-Foot ou pas du tout? Bon, on va peut-être s'en passer là pour le moment. Ça, je sais pas. Je sais pas si les noms, ça vous dit Ouais, voilà, quelque c'est chose. juste, c'est juste pour ça. Ça joue dans quel C'était système une- peut-être tu peux Ah, nous ça dire joue avec 3 défenseurs centraux. 300 trop. Ah, Et ça joue à 3 trois Ah ouais, ça joue Donc à ça va 3 aller, derrière. Et c'est hein. c'est un peu le point fort de l'équipe, entre guillemets, même s'ils n'ont pas une très bonne défense cette année, mais c'est quand même costaud derrière. Allez, Ils vont jouer à la niçoise à Rennes, quoi. Un peu, ouais. c'est l'heure du cadeau de la semaine. Il faut pronostiquer le score de la rencontre entre Nice et le Puy-Foot et à gagner. Regardez cette semaine, puisque c'est la première de l'année, eh bien, on a ce magnifique maillot de l'OGC Nice signé par le capitaine Dante. Voilà, on vous fait gagner ce maillot cette semaine pour premier cadeau de l'année. Il faut donc pronostiquer le score de l'OGC Nice face au Puy-Foot avec le nom des buteurs, hein, pour départager également en cas d'égalité et sur les réseaux sociaux de l'OGC Nice avec le hashtag Gymtonic. Je le remontre, voilà, le magnifique maillot de Dante. Alors, il n'a pas été porté, hein, je vous rassure, mais c'est un maillot signé par le capitaine niçois. À vos pronos. Romain, on va passer un petit peu à ton actualité. En tous les cas, on le disait tout à l'heure, jeune retraité de Ligue 1, à peine 35 ans, hein, tu as aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Et tu as mis fin à ta carrière il y a quasiment 2 ans maintenant. Ouais, alors c'était officieusement. Là, on va dire que je fais officiellement. Voilà, donc une belle carrière pour moi parce que voilà, d'où je suis parti, je suis très heureux d'avoir vécu ce que j'ai vécu. Et voilà, comme toute bonne chose ont une fin, j'étais heureux aussi d'arrêter entre plus ou moins quand moi je l'ai vraiment décidé. Et puis voilà, la vie continue. Ces 4 saisons passées à l'OGC Nice, j'imagine, pas mal de bons souvenirs. Ah, effectivement, c'est pas loin même d'être les meilleurs en tant que joueur professionnel. Voilà, plus jeune, bien évidemment, les années de formation, je pense que pour beaucoup de joueurs, sont notables. Mais en tant que joueur professionnel, effectivement, moi qui avais, contrairement à certains, qui ont des rêves de grandeur, de ballon d'or, de ci, de là, moi, pour la petite anecdote, quand j'ai réussi à signer professionnel avec mon club formateur FC Guignon à l'époque en Ligue 2, c'est comme si j'avais signé au Barça. Donc voilà, moi après j'étais content de retrouver la Ligue 2 aussi avec Tours. Et après quand Nice est arrivé une première fois en me disant on sera intéressé par toi, que ça s'est pas fait, bah ça je dis tant pis, mais je
j'étais content de rester dans mon club de Tours. Et puis l'année d'après, ça s'est fait. Et j'étais très heureux aussi de confirmer l'intérêt d'un club de Ligue 1, parce qu'effectivement, c'était aussi un pari. Moi, le club comme moi, je ne savais pas du tout ce que ça pouvait donner, et je suis très heureux de ce que ça a donné par la suite et de ce que j'ai pu faire ici. On va regarder tes stats, Romain Genevoix, sur ton passé à l'OGC Nice avec 118 matchs en Ligue 1, 3 buts marqués, on en parlera d'un tout à l'heure, 3 passes D quand même pour un central. Alors c'était quand tu jouais latéral droit ça, ou quand tu jouais central? C'est possible, latéral droit, c'est possible. D'ailleurs, je ne sais pas si on a comptabilisé celle contre Evian, où Dario il marque. J'avais fait une petite passe en taclant. J'ai pas souvenir qu'on l'ait compté de celle-là. Si on peut la rajouter, les statistiques, il faut la vérifier pour la rajouter. Tu t'arrangeras avec Ali. Mais c'est vrai que tu arrives dans une équipe voilà, où il y a Darius Vitanic, Eric Botac, les premiers, et Claude Puel qui vient d'arriver au club également, qui te donne ta chance quasi tout de suite. Oui, alors je pourrais essayer de donner un peu le pitch vite fait, sans trop raconter ma vie, mais c'est vrai que comme j'avais été approché avant moi par les dirigeants d'avant, Marceglia, Eric Roy, et en fait voilà, quand j'ai commencé à discuter avec vraiment concrètement avec les clubs pour au niveau, on va dire, construction du concret, sur un contrat, sur une proposition, il y a eu le changement de coach, et là il y a eu un point d'interrogation qui s'est posé, donc bonne ou mauvaise nouvelle. Finalement c'était une bonne nouvelle, puisque Claude Puel a aussi validé mon dossier, validé mon profil, et effectivement donc, quand je suis arrivé, il m'a dit voilà, il était content que je sois polyvalent. Il voulait d'abord plus me mettre sur le côté droit au départ, mais bon, j'avais expliqué que je sortais de 3 bonnes saisons, même si je dépannais de temps en temps à droite avec Tours, mais 3 belles saisons dans l'axe. Ouais. Et puis c'est en étant dans l'axe que je me suis ouvert les portes de la Ligue 1, donc j'avais envie de confirmer. Et bon, après, sur les besoins, il a fallu dépanner, donc j'ai dépanné un premier temps, puis après j'ai pu m'exprimer à mon poste de prédilection. Oui. Romain, moi je veux savoir, quel est le joueur que tu as croisé à l'OGC Nice le plus fou? Fou, pas fort. Le plus fou. Le plus fou. Ah, le plus fou. Ouais, pas le plus fort. Le plus fort, j'imagine que ça doit être pas loin d'Atem Ben Arfa. C'est pour ça que j'ai pas posé le plus fort. Je savais que c'était Ben Arfa. Non, mais j'en sais rien, tu peux répondre autre chose. Ouais, alors, le plus fou, je pense. Alors, j'ai mangé son nom, mais c'était le petit Belge. Ah, oui, Vercotteren. Ouais, Vercotteren, voilà, Julien Vercotteren. Je pense qu'il était faux, et Ben Rama, il était pas mal non plus. Hein. C'était pas mal, Ben Rama, ouais. Mais en plus, il était talentueux, ce Vercotteren. C'était très fort techniquement, tout ça, et à l'OGC Nice, il a pas fait un super passage, mais apparemment, en interne, les joueurs disaient qu'il était vraiment très fort. Très bon joueur. Après, voilà, c'est des fois... c'est peut-être sa folie qui lui apporte un peu préjudice aussi. Je sais pas, il y en a qui arrivent à en faire quelque chose, et d'autres moins. Après, ça dépend aussi le contexte dans lequel on atterrit dans un club. Parfois, on se dit pourquoi on réussit là et pas là-bas. Même joueur, il perd pas ses qualités. C'est juste qu'on le met des fois dans les meilleures conditions, et des fois non. Donc voilà, ça joue. Ouais, Romain, moi j'avais une petite question pour toi. J'ai vu que tu avais joué à Guignon. J'ai même vu Guignon en national avec toi à l'époque, il y a une quinzaine d'années. Je voulais savoir si tu avais des nouvelles de Tony Vérel. Non, alors j'ai pas de nouvelles de Tony Vérel, tout simplement parce que moi quand je suis parti de Guignon, il n'était pas encore là. J'étais déjà à Tours quand il a repris le club, mais bon, j'avais encore des copains là-bas, donc de temps en temps, et puis j'ai encore de la famille aussi pas loin, donc quand je rentrais, j'allais rendre visite, je croisais une ou deux fois, mais voilà, sans plus, donc voilà, c'est pour ça que je peux pas donner spécialement de nouvelles. Du coup, tu as joué en national à ce niveau-là, donc en fait, en Coupe de France, vous avez fait quoi avec Guignon à l'époque, tu te souviens? Vous avez joué des clubs pro? Oui, on avait joué, alors j'ai souvenir de matchs plutôt avec la première saison en Ligue 2, avec, on avait joué Paris. C'était Victor Zvinka. Ouais. Pour la petite anecdote, moi, il m'avait pris dans le groupe. Et, donc, à l'époque, il n'y avait que 16 joueurs sur la feuille de match. Mais il m'avait pris en tant que 17e. Donc, pour me récompenser aussi un peu de mes entraînements, quelques petites apparitions que j'ai faites. Et j'étais super heureux déjà, bien évidemment. Et puis quand je suis arrivé au parc, des yeux de gamin, j'ai vu Paoletta passer devant moi, je me demandais où est-ce que j'étais. Et puis sur le terrain, je me suis quand même changé. Voilà, je savais que j'allais pas rentrer, mais je me suis changé, j'ai fait l'échauffement si j'allais jouer, mais je savais que j'allais pas jouer. Et du coup, voilà, et c'était exceptionnel. Tes premiers grands souvenirs de footballeur. Sans jouer. Voilà, sans jouer. Pas mal, moi, je trouve ça vachement... c'est super parce que j'ai l'impression qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui ont un peu oublié cette fraîcheur, le plaisir d'être là déjà, même quand ils jouent pas. Match au parc.
Voilà, et d'aller toujours réclamer du temps de jeu, bouder, si ça. Moi, j'entends ça, c'est génial. Voilà, déjà être conscient que être là, c'est une chance, et de déjà la savourer, sans oublier l'ambition d'aller plus haut. Mais voilà, juste cette fraîcheur-là, c'est excellent. Tu as vu, d'ailleurs, sans faire les vieux briscards, mais tu as vu évoluer un petit peu les mentalités, là, comme le disait Will, par rapport à ces jeunes joueurs, justement. Ouais. Alors, je l'ai vu, effectivement, moi, en tant que joueur. Déjà, bah, effectivement, moi, jeune, bah, j'ai connu un peu les deux époques. Moi j'ai connu l'époque où, bah, avec les anciens, où certains ne faisaient pas de cadeaux, d'autres étaient plus cool, mais voilà. Mais aussi parce qu'on en faisait encore moins. Donc, nous, on a été, voilà, une génération, on était peut-être un peu plus... On n'a pas réitéré ce qu'on nous faisait subir. On a peut-être été un peu plus cool, mais on avait aussi un peu de caractère aussi pour pas se laisser faire, pour certains, en génération 87. Mais en tout cas, on était respectueux vraiment des anciens. On était on écoutait, et même un joueur qui avait pas forcément fait une grosse carrière, mais s'il disait quelque chose, t'écoutais. Et aujourd'hui, effectivement, on a l'impression que les jeunes, si c'est pas quelqu'un qui a un statut, si c'est pas un gros joueur, t'as l'impression il faut pas lui parler, quoi. Alors que, donc c'est un peu compliqué. Bon, et après, il y a plein d'autres. Il y a plein de cas de figure qui rentrent en compte aussi. Je veux dire, aujourd'hui, à l'époque, la valeur d'un jeune ou la valeur, on va dire, chiffrée, valait quelque chose. Aujourd'hui, et puis pour discuter aussi avec certains anciens aussi, à l'époque, il fallait faire une vingtaine de matchs pour être pro. Nous, il fallait quand même faire au moins quelques matchs. Aujourd'hui, on va signer un jeune pro pour pas qu'il parte. Sans aucun match, pour pas qu'il parte. Donc pour expliquer aux jeunes qu'il est loin d'être arrivé. Que les choses se méritent. C'est un peu plus compliqué aujourd'hui. Mais bon, après, c'est une nouvelle mentalité. Il faut faire avec cette mentalité-là, ces football-là. Après, il faut essayer il faut faire avec l'évolution, mais il faut peut-être essayer de récupérer certaines bonnes choses qui étaient faites avant. Peut-être pas tout, parce qu'il y a des bonnes choses aussi qui sont faites maintenant. Mais voilà, c'est un changement. Moi, j'ai une question pour toi sur Haïti. Tu as quand même 13 sélections avec Haïti, on l'a parfois peut-être oublié dans ta carrière. Il y a tous ces clubs que tu as pu faire, notamment Nice, mais parle-nous un petit peu du foot dans ce pays qui n'est pas toujours épargné entre les tremblements de terre, les catastrophes, etc. Ça a dû être une expérience incroyable quand même de jouer pour ce pays. Tu as fait la Copa América, celle du centenaire, avec notamment Haïti. Effectivement, alors moi c'est encore plus particulier parce que moi j'étais adopté pour cette raison-là, justement, de famille très très pauvre. Moi j'étais d'ailleurs en crèche avec mon petit frère, en attente d'adoption. On a été adopté par une famille française. Et donc quand j'ai commencé effectivement à côtoyer un peu le monde professionnel, donc avec l'FC Guignon à l'époque, donc après il faut même si aujourd'hui les réseaux sociaux, à l'époque il n'y avait pas, mais c'était on savait très vite d'où venaient certains joueurs. Donc ils m'ont rappelé à l'époque j'avais 20 ans, pour rejouer avec la sélection. Donc c'était par contre très mal structuré, on était vraiment très proche de... J'aurais même pas envie de dire amateurisme, sans vouloir leur critiquer, on était vraiment très loin. Et c'était compliqué. Donc moi j'étais heureux parce que ça me permettait de renouer avec mon pays d'origine, où j'étais né. Même si j'ai grandi, je suis arrivé en France, j'avais 3 ans et demi, 4 ans, donc mon pays, j'en avais aucun souvenir. Mais très heureux de renouer avec mon pays d'origine. Puis vous avez fait rêver des gens, j'imagine. Et puis alors après, comme je dis, c'est comme moi c'était particulier, je veux dire, comme ça s'était moyennement passé sur ce premier retour, pour ces raisons-là où c'était, moi j'étais en centre de formation sport-études avant, où c'est très carré, structuré, militaire. Quand tu rentres, c'est pas du tout ça. Et puis tu as beaucoup d'heures d'avion, donc tu rentres, tu peux louper un match aussi. Donc moi j'ai décidé de pas y retourner sur les fois d'après. C'est pas une expérience que j'ai appréciée. Que j'ai appréciée. Et j'ai préféré mettre une priorité sur ma carrière en France, parce que c'est pas facile de construire une carrière, même en Ligue 2, en National, peu importe le niveau. Et ensuite, quand ça s'est représenté à toi, l'occasion s'est représentée, il y a des joueurs quand tu étais à Nice.
À Nice, même voilà, à Tours déjà ils sont revenus. Déjà ils sont revenus. J'y suis pas allé à Tours, mais ils étaient déjà revenus. Ouais. Et bon, du coup je discutais avec certains joueurs comme voilà qui allaient et du coup je leur demandais comment ça se passait, si c'était mieux et donc au départ ils m'ont dit non attends encore c'est pas trop ça, c'est compliqué. Après voilà certains eux c'était vraiment ils avaient de la famille là-bas, c'est ça, eux ils pouvaient c'était pas pareil. Et du coup voilà mais quand à un moment donné effectivement j'ai eu l'occasion d'y retourner. À un moment donné je me suis dit bon allez il y a eu du mieux, il y a eu des efforts de fait. Il y a eu beaucoup de travail aussi pour me convaincre. Il y a le sélectionneur qui est venu me voir et tout, on a discuté. Donc voilà, pareil, moi j'étais aussi sensible à ça. Voilà, qui se déplace. Et voilà, et du coup, il y avait beaucoup d'attentes aussi du peuple haïtien. Voilà, même si effectivement, j'ai pas grandi là-bas. C'est un peuple très fier de ceux qui réussissent. Et à un moment donné, j'ai senti que voilà, ils voulaient quand même que j'y retourne. Et voilà, j'y suis retourné. Ça s'est très bien passé cette fois-ci. Voilà, j'ai pu apporter aussi ce que moi m'a apporté la France, hein, les clubs dans lesquels j'ai évolué. Ton expérience. Mon expérience. Ouais. Et ça s'est super bien passé avec les joueurs aussi. Il y avait beaucoup plus de joueurs. Parce qu'à l'époque aussi, il y avait beaucoup de joueurs du pays. Qui jouaient à Haïti ou voilà, Haïti, voilà, il y avait très peu de joueurs qui arrivaient de l'extérieur. Et il y avait quand même une petite scission entre ceux du pays et ceux qui... Un peu jaloux, ceux qui... voilà, on regardait un peu... Voilà, c'était particulier. Il n'y avait pas un gardien de l'OGC Nice Jean Zéphirin. Ouais, d'ailleurs, c'est lui d'ailleurs qui me disait, voilà, je reprenais des infos, donc il m'a dit tu peux y retourner, ça c'est mieux. Donc, il faisait partie de ceux que je questionnais. Des cas de cette équipe d'Haïti. On va se replonger également dans tes souvenirs, Romain, et dans ceux de Will aussi, puisque c'est l'heure du Souviens-toi. Et on va évoquer ce Nice-Marseille de 2015, le Marseille de Marcelo Bielsa. Oui, avec une victoire de l'OGC Nice, et notre ami Romain Genevois n'y est pas pour quelque chose. Ouais, c'est pour ça qu'on a choisi ce souvenir-là, parce que battre l'OM à l'OGC Nice, c'est toujours quand même une victoire marquante. L'Alliance adore ça, les victoires contre l'OM. Moi aussi, personnellement. Voilà, l'OM de Bielsa qui arrivait avec des Thauvin, des Payet, il y avait une belle équipe. L'OGC Nice était 10e. Les 2 saisons moyennes de Claude Puel. Et puis Romain Genevois qui marque un but extraordinaire. On va le voir à un moment donné ce but parce que c'est vrai que il est extraordinaire. Romain, raconte-nous. Tu vas nous le commenter. C'est après un dégagement loupé. Hop, t'es là, hop, et voilà. Donc il faut remercier Carlos Eduardo. Carlos, c'est ça. Voilà, qui sous ton nez rate le ballon. Donc avec cette victoire de buts 1. Il y avait donc 1-0 Romain Genevois, puis 2-0 de notre Niklas Hult, le Suédois, un joueur qui laisse un bon souvenir aussi. Hein, c'est adorable. Et puis, voilà, c'était un super coéquipier lui aussi dans le vestiaire, très apprécié. Kevin Gomis qui est expulsé là. Et Gomis s'est expulsé très sévèrement. Nice qui avait joué donc à 10 contre 11. À 10 contre 11 et qui marque le deuxième but à 10. Avec ce superbe galette de Valentin Esseric pour Pléa, et Pléa qui sert donc Niklas Hult. Avec Moïse Hassen dans les cages. Moïse Hassen dans les buts. Et c'est Thauvin qui réduira la marque en toute fin de match. Voilà. Mais l'OGC Nice a battu. C'est un peu compliqué de David Ospina. L'OM de Bielsa, il était remonté à la 9e place, et j'ai retrouvé l'article, c'était déjà Vincent Menikini qu'on salue encore une fois parce que même s'il nous a abandonnés, il revient la semaine prochaine, rassure-toi. Il a intérêt, et qui avait titré donc Plus belle la vie, et oui, plus belle la vie quand l'OGC Nice bat l'OM, tout est magnifique. Romain, ce but, évidemment, on en rigole un petit peu parce que bon, c'est un but de renard de surface, on va dire ça comme ça. Oui, j'avais commenté aussi effectivement avec il y avait un reportage Beansport aussi, on en avait reparlé de ce but-là. Et c'est vrai que voilà, j'aurais aimé dire que là on était travaillé à l'entraînement. Mais non, en tout cas, voilà, c'est vrai que c'est un peu mon petit regret à Nice de ne pas avoir plus marqué, parce que c'est vrai que tu montais sur tous les corners. Pas forcément. À Tours, j'avais marqué 7 buts sur une saison. La saison d'après, j'avais marqué 3, je crois, 2 ou... Enfin, j'ai marqué but. Donc j'aurais pu marquer un peu plus. Un but par saison à peu près à Nice. Voilà. Après, à Nice, j'étais aussi un peu le bon soldat qu'il fallait rester derrière. Parfois, j'aurais aimé monter un peu plus, mais bon, après, c'est comme ça. Mais en tout cas, je suis très heureux de ces buts-là. Marquer contre l'OM, c'est quelque chose. C'est quelque chose, et effectivement, ça a changé pas mal de choses. Pour moi aussi, même si avant, j'étais accueilli
directement. Le premier match amical, j'étais très bien accueilli par les supporters. Voilà. Et ta cote de popularité voilà, un peu à ce moment-là, effectivement, on reconnaît un peu plus dans la rue. Pour l'anecdote, les médias aussi peut-être te solliciter un peu plus. C'est ça, et puis même pour l'anecdote, même j'avais fait ma rééducation pour ma fracture de tibia donc à Cers à Saint-Raphaël, et il y a des personnes qui m'ont reconnu, des supporters marseillais. Et voilà, il l'avait encore ici, mais c'était marrant Peut-être que si tu croises Mario Limina, il t'en parlera, puisqu'il était dans à l'OM en face. Ils sont puis en plus, Steve Mandanda, en plus, c'était pas... Steve Mandanda, effectivement. Oui, Steve Mandanda. Non, belle équipe. Non, belle équipe de l'OM. Romao, Lemorel, Mboula, Gignac, Payet, Thauvin. Non, il y avait deuxième l'OM. Les deux autres buts à ce moment-là. À Nice. Alors, j'en ai mis un, je crois, en coupe, avec une super passe de Mathieu Bonnemer, talonnade. C'était contre Sochaux, je crois. Sochaux, exact. Voilà. J'ai vu que tu avais marqué contre Sochaux. Voilà. Et après, le troisième, c'est les... Il t'a pas marqué celui-là. Je sais pas, il m'a pas marqué ça. Peut-être le penalty en Coupe de France, ça compte ça? Non, ça compte pas. Attends. Dis ça à Tchouaméni et Colomani, ça compte pas. Les séances de penalty. Ils ont bien aimé le marquer. Colomani, c'est Coman qui l'a loupé. Oui, Coman, excuse-moi. Pas Colomani, Coman, effectivement. Messieurs, merci beaucoup. Romain, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau. Écoute, maintenant, tu es dans la région, tu peux revenir quand tu veux avec nous. On a passé un très bon moment. Merci beaucoup, Anthony, merci à vous pour ta première. Pas eu de bisutage. Rendez-vous au Puy samedi. Exactement, tu y seras samedi avec, en supporter. Hein. Avec Will. Supporter de qui Donc il sera pas avec moi. Non, on sera pas très loin. Non, j'ai pas de préférence, honnêtement. Christopher, tu reviens également quand tu veux. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à Philippe Bertini, Sophie Doncé et Chloé Voirgard à la préparation et à la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine avec peut-être Vincent Menichini, on ne sait pas. Allez, bonne semaine à tous.